Si la bataille de Tsagwalza avait semé le doute dans l'esprit du lion, elle n'avait modifié ni l'état de la guerre, ni les destructions subies dans la frange orientale. Pire encore, son dernier stratagème ayant échoué, le Night Hunter ne voyait plus qu'un seul chemin devant lui, un avenir qu'il redoutait plus que tout, mais qu'il pensait ne pouvoir plus désormais éviter. Les démons avec lesquels il avait lutté depuis qu'il avait quitté Nostramo s'emparèrent de lui, et les derniers vestiges de l'honneur et de la raison tombèrent au sein des Night Lords. Alors que les seigneurs traîtres d'Heraldor, de Memlock et d'autres bastions de la frange orientale menaient encore une guerre pour réclamer ses étoiles au nom du maître de guerre, le Night Hunter et les plus avilis de ses guerriers ne se battaient que pour la brève distraction que la mort et le sang leur apportaient. Il n'y aurait plus de tentatives pour prendre ou maintenir le terrain, seulement des tueries et des destructions, et qu'importe la volonté du maître de guerre. En revanche, les loyalistes virent leurs rangs gonflés par les régiments de la garde de nuit, autrefois coincés sur place par le siège de Tramas, et grâce à ces renforts, ils ont pu contrôler un territoire beaucoup plus étendu. Le capitaine général Mord lança l'attaque des régiments de Tramas, laissant la défense de nombreuses planètes au rang de l'Imperialis Militia, afin de presser les armées de conscrits du secteur renégat d'Aegis, qui cherchaient désespérément à mettre fin à la guerre avant qu'elle ne ruine complètement le foyer pour lequel ils s'étaient tous battus. S'emparant de cette vaste étendue de monde, entre Tigrus au sud-ouest, Gulgorad au nord et la garde de nuit Tramassi à l'est, les régiments loyalistes pressèrent leur attaque. Les Dark Angels furent la pointe de la lance qui frappa les traîtres dans leurs flancs ouverts, frappant la plus forte opposition et les bastions les plus fortifiés, toujours à la recherche des fils du Night Hunter pour qu'ils puissent régler leur rancune dans une bataille honnête et ouverte. Pourtant, alors même qu'ils conquéraient et saignaient, les Dark Angels ne trouvèrent que peu de traces des Night Lords, ne rencontrant que des bandes éparses et de petits groupes de rebelles qui ne leur donnèrent que peu de satisfaction au combat. La chute de Memlock, l'un des principaux bastions des forces renégates dans le secteur d'Aegis, préservé du chaos qui régnait dans la frange orientale, vit l'un des rares affrontements entre les deux légions dans cette dernière étape de la croisade. Un chapitre entier des Night Lords, sous le commandement d'Anrek Barbatos, se tenait en sentinelle au-dessus de la forteresse à 9 niveaux de Memlock, supervisant le transfert des matériaux et des conscrits vers Tsagwalza et la nouvelle forteresse des Night Lords qui était toujours en construction. Toujours partisan de l'ancienne légion et de ses origines terranes, Barbatos avait résisté à la folie qui s'était emparée d'une grande partie de sa légion et déplorait le long déclin de son primarque. Pour Barbatos et ceux qui le suivaient encore, il semblait juste qu'ils s'installent dans les ruines de l'empire qu'ils avaient cherché à construire, et quand les Dark Angels étaient arrivés, ils ne se sont pas enfuis. Pendant 7 semaines, Barbatos, ses guerriers et une douzaine de régiments de conscrits avaient tenu en échec la puissance de la garde de nuit Tramassi, et 3 chapitres des Dark Angels, ne tombant que lorsque le lion lui-même avait amené 1 millier de ses tueurs en armure noire à la bataille. Selon une légende de la première légion, l'une des éraflures de l'armure du lion proviendrait de la lame de Barbatos, dernier souvenir d'un guerrier qui avait choisi d'affronter sa fin avec courage. Le reste des Night Lords n'avait pas l'intention d'accorder une quelconque satisfaction à la première légion. Pour les guerriers de Nostramo, une mort courageuse mais futile n'avait que peu de valeur lorsqu'ils pouvaient blesser leur adversaire d'une autre manière. Les bandes de guerre dispersées de la 8e Légion se déplaçaient de monde en monde, brûlant et tuant là où elles ne trouvaient que les faibles ou les vulnérables, et empoisonnant les mondes en orbite où leur défense était trop forte pour un assaut traditionnel. Contrairement à leur attaque précédente, il ne s'agissait pas de construire de petits empires ou de répandre l'arme favorite des Night Lords, la peur, mais plutôt d'entreprendre une campagne de terre brûlée. Ce qu'ils ne pouvaient pas garder, ils le détruisaient.
la frange orientale brûlant pour satisfaire leur dépit et leur colère. Lorsqu'ils rencontraient la première légion en nombre suffisant pour les inquiéter, ils se retiraient, et lorsque le lion parvenait à les acculer, ils se retiraient encore. Ils ne donnèrent à la première légion aucune chance de livrer une bataille décisive et ne lui laissèrent aucune pause pour se regrouper. N'ayant pas réussi à échapper à ces cauchemars, Kurz offrit à la frange orientale un aperçu de ce qui le hantait, apportant le désespoir à son noble frère et travaillant sur le doute qui s'était installé en lui à Tsakwalza. La croisade de Tramas n'était plus une bataille pour contrôler la périphérie orientale, elle en était devenue la mort. Les mondes jadis riches de la frange orientale, déjà dévastés par plus de 2 ans de guerre et de batailles constantes, furent ruinés par le nouveau rythme du conflit. Les derniers semblants de civilisation stellaire s'étaient effondrés et n'avaient laissé derrière eux que barbarie et folie, et des petits concepts, tels que loyalistes et traîtres, commencèrent à perdre leur sens. Les Night Lords descendirent partout où ils pouvaient trouver une faiblesse ou la moindre brèche dans les lignes des loyalistes, leur navire n'étant apparemment pas gêné par l'aggravation des tempêtes warp qui s'étendaient depuis Ultramar pour englober Tramas. Là où ils apparaissaient, il n'y avait pas de bataille glorieuse ni de dernier défi, mais seulement un massacre brutal de tous ceux que la Légion avait choisi de ne pas asservir. Tout ce qui avait de la valeur sur ces mondes qu'ils ont attaqués fut emporté à bord des sombres vaisseaux de la 8e Légion. Et là où ils ne pouvaient pas piller, ils brûlèrent des villes et rassemblèrent des populations entières dans des fosses communes. Lorsqu'ils partaient, il ne restait rien ayant de la valeur, seulement des ruines brûlées et les os blanchis de ceux jugés indignes d'être réduits en esclavage dans les entrailles de la flotte des Night Lords. Cette politique avait pénalisé les Night Lords presque autant qu'elle avait paralysé les Dark Angels, privant les 2 camps de tout port sûr dans la folie de la guerre et leur laissant peu de havres de paix pour réparer et réapprovisionner les légions meurtries. Toujours tourmenté par les paroles du Night Hunter sur Tsakwalza, et à peine remis des graves blessures qui lui avaient été infligées, le lion avait entamé une sinistre nouvelle stratégie qui lui était propre. Sur ses ordres, les mondes qui ne pouvaient pas être entièrement protégés des déprédations des Night Lords furent rasés pour s'assurer qu'aucun secours ou profit ne pourrait leur être apporté. Les quelques mondes de moindre importance qui avaient échappé aux ravages des Night Lords tombèrent aux mains des Dark Angels, dont le propre saccage causa autant de destruction que celui des Night Lords. Les munitions et les guerriers furent épargnés par la politique de la Terre brûlée et furent consolidés sur ces grands mondes jugés dignes d'être défendus par la Première Légion. Les petites colonies ou les petites forges dont les ressources étaient trop maigres pour justifier une garnison, car la défense de chaque avant-poste dépassait les effectifs qu'il restait aux loyalistes, furent mises à nu et leur population fut forcée de se déplacer à mesure que leurs anciennes maisons brûlaient. C'était aussi logique que cruel sur le plan pragmatique, et les habitants de Tramas virent ceux qu'ils avaient salués comme les héros de la Grande Croisade ravager la frange orientale. Malgré tout, la nouvelle stratégie des Dark Angels ne s'avéra que marginalement efficace. Car si les grandes forteresses des loyalistes étaient désormais pratiquement inexpugnables pour les légions du Night Hunter, lourdement gardées et fortifiées, les Night Lords restaient une menace qui ne pouvait être ni attrapée, ni être amenée à se battre là où elle pouvait être brisée. Pire encore, ils avaient achevé ce que les Night Lords avaient commencé, à savoir la destruction systématique des liens de communication et d'infrastructures qui avaient maintenu la frange orientale. Les tempêtes warp qui avaient englouti l'Imperium ne cessaient de s'aggraver. Le nom de tempête de la ruine se répandant dans tous les secteurs, avec chaque histoire de navires perdus en transit. Mais ces malheurs ne semblaient pas affecter ceux qui avaient prêté serment au maître de guerre. Se déplaçant lentement et en grand nombre, les loyalistes survécurent aux tempêtes, frappant les forteresses des traîtres où ils les trouvèrent et mettant enfin au pas une grande partie du secteur Aegis. Mais les Night Lords leur échappèrent toujours. Bien que leur nombre et leurs ressources étaient supérieurs, les Dark Angels n'avaient pas pu mettre fin à la guerre alors que les Night Lords étaient encore en liberté.
Au milieu de cette tourmente, alors que la frange orientale s'effondrait autour de lui, Lionel Johnson rassembla soudainement 30 000 de ses guerriers et quitta sans explication la frange orientale pour un lieu inconnu. En l'absence d'une si grande partie de la force des Dark Angels et de nombre de ses plus grands chefs, les Night Lords passèrent à l'offensive pour la première fois depuis des mois. Dans toute la frange orientale, ils frappèrent les garnisons restantes des Dark Angels, ignorant largement les mondes moins bien défendus par l'Auxilia Solar et l'Imperialis Militia, les saignant et prenant de nombreux trophées, mais ne parvenant pas à déloger les défenseurs bien établis. Un seul bastion loyaliste allait tomber sous les griffes des fils du Night Hunter, et ce, brièvement. Mais ce fut une perte amère pour les Dark Angels. Tramas, dépouillé de sa garnison des Dark Angels lors de la disparition du lion, n'était pas préparé à l'assaut de Nakrit Tol et des 10 000 guerriers qui se trouvaient derrière lui. Les défenses ruinées lors de l'assaut d'Ulan Uda n'avaient jamais été entièrement réparées, et de nombreux régiments qui s'étaient engagés à sa défense étaient dispersés dans les étoiles. Poursuivant la croisade du Lion, l'étoile de l'Est tomba en quelques heures d'une bataille âpre mais inégale. Seul le palais de la Régente tenait bon, l'Host de Minuit et ses haches énergétiques tenant les Night Lords à distance dans les limites du palais, passant leur temps à garder non pas la salle du trône, mais le sanctuaire du cœur astropathique de la planète. Obsédé par la destruction complète de Tramas, Nakrit Tol refusa de se retirer jusqu'à ce que ses derniers bâtiments aient été renversés et sa surface complètement rasée. Ses guerriers passèrent des jours à tourmenter et à massacrer les quelques habitants de Tramas qui se terraient dans leur monde d'origine, en exhibant leurs cadavres brisés devant le palais où la Régente et l'Host de Minuit résistaient encore. Dans son arrogance, Tol n'avait guère pensé à autre chose qu'à sa vengeance et, lorsque le Warp se rouvrit après 7 longues journées passées à tourmenter la Régente et ses gardes du corps, il se retrouva pris dans un piège de sa propre conception. Une flotte des Dark Angels émergea du Warp et se rassembla pendant les longues journées de tourment de Tramas afin de pouvoir porter un coup à la Légion qui avait jusqu'alors évité leur fureur. Commandés par l'escaton Marduk Cédras, leur but n'était pas de soulager Tramas ou de sauver son peuple, mais de détruire complètement l'host des Night Lords présents sur ce monde. Face à la flotte beaucoup plus importante des Dark Angels, le vaisseau du prince sans visage avait peu de chances de victoire, mais leur chef de guerre refusa d'ordonner un retrait tant que la régente de Tramas vivait encore. Alors même que les vaisseaux du dessus menaient une courte bataille pour la suprématie orbitale avant d'abandonner cette lutte désespérée, Nakrit Tol mena ses hommes à l'assaut du palais. S'étant emparés de l'espace orbital au-dessus de Tramas, les vaisseaux des Dark Angels y firent pleuvoir le feu, l'escaton décrétant que devant le peu de survivants suite au passage des Night Lords, le carnage ne valait guère la peine de risquer la vie de ses guerriers pour sauver la planète. Le Phosphex et les faisceaux des lances réduisirent en ruine les spires autrefois fiers de Tramas, tuant de nombreux Night Lords qui chassaient encore à travers la cité ruche et anéantissant les quelques citoyens survivants. Lorsque l'escaton et les sinistres guerriers de la Dreadwing mirent enfin le pied à la surface après 3 heures de bombardement, ils trouvèrent peu de choses qui ressemblaient encore à une ville, juste du métal tordu et du ferro-béton fondu, déformé en des formes qui semblaient étrangères et étonnantes. Là, parmi la pluie brûlante et les eaux blanchies d'un monde loyal, ils chassèrent les derniers des Night Lords qui portaient fièrement la plaque bleue foncée des guerriers du Night Hunter et que la chaleur et la destruction avaient transformé en quelque chose de démoniaque. Tol, lui-même, trouvé seul dans le palais lourdement blindé de la Régente, tomba au combat contre l'escaton Marduk, et une légende au sein de la première légion prétend qu'il serait mort avec le crâne de la Régente fixé sur son armure et un sourire amer sur son visage. Les Dark Angels déclarèrent que la bataille était une victoire, car les Night Lords avaient subi une perte importante de troupes suite à leurs actions, mais cette victoire sonnait creuse.
Tramas avait été la capitale de la Frange orientale, l'un de ses mondes les plus prospères et un bastion de la Grande Croisade. Et maintenant, elle était en ruine. Elle n'avait pas été détruite par la main du maître de guerre ou la folie de Kurz, mais par la logique pragmatique de la Première Légion, les guerriers qui représentaient l'empereur et l'impérium qu'il avait bâti. Ce fut le premier aperçu du véritable visage de l'hérésie d'Horus, une guerre de haine et de brutalité qui ne concernait plus la question de savoir qui contrôlerait les ruines de l'impérium, mais qui était devenue un exercice de génocide. Tramas était le symbole de ce que l'hérésie d'Horus réservait à la Frange orientale. Une mort ignoble et silencieuse dans l'ombre d'une fratrie post-humaine aux prises avec des frères sans héros ni scélérats. La mort de Tramas n'avait pas fait pencher la balance de la guerre. Les Night Lords étaient restés une terrible menace pour les loyalistes malgré leurs pertes. Et il semblait que la tuerie allait continuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans le segmentum que des cadavres et des ruines. Puis, finalement, le lion revint enfin de Perditus.